Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous démontrer que la démocratie n'est pas un bon régime politique, contrairement à ce qu'on peut croire habituellement. Mais attention, les propos que je vais vous tenir ne correspondent pas nécessairement à mes convictions personnelles. En fait, mon but n'est pas tellement de vous convaincre que la démocratie est un mauvais régime. Mon but est surtout de vous faire réfléchir à une question philosophique difficile et intéressante. Et c'est aussi de vous apprendre à vous méfier de la rhétorique, cet art de persuader à l'aide du discours. Les arguments que je vais vous exposer comportent en réalité des faiblesses. Ce sera à vous de les trouver, et j'aimerais que vous y réfléchissiez dès maintenant. Dans une prochaine vidéo, je les reprendrai un à un et je vous montrerai à quel point ils sont discutables. Mais pour l'instant, donc, je vais essayer de vous montrer qu'il y a de bonnes raisons de penser que la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'habitude, n'est pas un bon régime politique. Je vais d'abord commencer par un double paradoxe. Un paradoxe, c'est une idée qui n'est pas forcément fausse, stupide, illogique, mais qui semble bizarre, parce qu'elle va contre les opinions courantes, les opinions dominantes. Alors ce double paradoxe est le suivant. D'abord, le régime dans lequel nous sommes, en France, mais dans d'autres pays comparables, comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, donc ce régime qu'on appelle démocratique n'est pas réellement démocratique. Et ensuite, l'autre paradoxe, ou le deuxième aspect de ce paradoxe, c'est que, au fond, c'est une excellente nouvelle que nous ne soyons pas en démocratie. Alors d'abord, en ce qui concerne le premier paradoxe, à savoir que nous ne sommes pas réellement en démocratie, je vous ferai d'abord remarquer que les êtres humains consacrent une énorme partie de leur temps et aussi de leurs préoccupations personnelles dans le monde du travail ou au sujet du travail. Le travail occupe donc une grande partie de nos journées, que nous soyons réellement présents dans une entreprise ou bien dans un service public, si nous travaillons dans une entreprise publique, dans une administration, dans un lycée, dans un hôpital public, etc. Et même lorsque nous sommes chez nous, eh bien, le travail continue à nous occuper. Or, le monde du travail est tout sauf démocratique. Que nous travaillions dans le public ou dans le privé, nous avons affaire à une hiérarchie à laquelle nous devons nous soumettre sans trop discuter. Et même les travailleurs dits indépendants, en réalité, ne sont pas si indépendants que cela. Ils dépendent beaucoup de leurs fournisseurs, de leurs clients. Bref, le monde du travail est fort peu démocratique. Alors vous me direz qu'il y a quand même des lois en théorie démocratiques, qui peuvent modifier le monde du travail. Par exemple, un gouvernement et un parlement peuvent décider que le SMIC va être augmenté. Il peut y avoir des lois qui protègent les salariés. Il y a un droit du travail qui existe et qui est voté par un parlement de façon théoriquement démocratique. Seulement, comme on va le voir, cette démocratie représentative n'est pas réellement démocratique, malgré son nom. D'abord, je ferai une remarque, c'est que le pouvoir politique est largement encadré, contraint par des impératifs économiques. Il y a des entreprises, des banques, des grosses firmes industrielles qui ont un énorme pouvoir. Aux États-Unis, c'est particulièrement visible, où les campagnes présidentielles sont financées par de très grosses entreprises. Il y a d'énormes moyens financiers qui sont mis en œuvre, et les candidats aux élections s'engagent au moins implicitement à soutenir ces entreprises s'ils sont élus. En France, c'est un peu plus hypocrite peut-être, mais il y a des liens très étroits entre le monde de la finance, le monde de l'industrie, le monde de la banque, et puis d'autre part le monde politique. Donc la marge de manœuvre des politiciens n'est pas si grande que cela. Ensuite, est-ce que nos députés représentent véritablement la volonté populaire? On peut en douter. En France, comme dans pratiquement tous les pays dits démocratiques, les citoyens ne votent pas directement les lois. On n'est pas dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes très rarement consultés. Et même lorsque nous sommes consultés directement,
le gouvernement ne tient pas forcément compte de notre avis. Un exemple très clair, en 2005, les citoyens français ont dû se prononcer sur un texte juridique, un traité constitutionnel européen, un traité qui était censé être une sorte de constitution pour l'Union européenne. Les Français ont majoritairement rejeté ce texte. Il s'est passé d'ailleurs la même chose la même année aux Pays-Bas. Or, 3 ans plus tard, en France comme aux Pays-Bas, les parlements nationaux ont voté pour un texte qui était quasiment le même que celui qui avait été rejeté en 2005. Autrement dit, les gens qui nous gouvernent, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, se sont dit, eh bien, les Français ont mal voté, les Néerlandais ont mal voté, eh bien, c'est pas grave, on va, à leur place, prendre des décisions qui sont bonnes pour eux. Cet exemple illustre assez bien le fonctionnement habituel de nos démocraties. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont censés nous représenter, qui sont censés incarner la volonté du peuple, ces gens, très souvent, eh bien, prennent des décisions qui ne correspondent pas à ce qu'auraient voulu leurs électeurs. Alors, comment expliquer cela? Il y a sans doute plusieurs raisons. Il y en a une qui me paraît assez évidente, c'est que les élus, je ne parle pas dans les petits villages, mais dans les grandes villes, au niveau régional, au niveau national surtout, hein, donc les députés, les présidents, etc. Les élus appartiennent à une catégorie sociale, ou à des catégories sociales plutôt privilégiées, sur le plan de la finance, enfin sur le plan financier, mais aussi et peut-être surtout sur le plan culturel, sur le plan de l'instruction. Ce sont en général les gens qui ont fait de longues études. Ce ne sont pas des citoyens lambda, des citoyens ordinaires. Et donc, on peut penser raisonnablement que ces gens-là ne voient pas de la même manière que leurs concitoyens, le monde, la bonne manière de gouverner, etc. Ils ont une autre manière de voir. Et leurs opinions politiques ne correspondent pas forcément à celles de leurs électeurs. À cela, il faut ajouter que ceux qui font la politique au plus haut niveau de l'État, des hauts fonctionnaires qui travaillent dans les ministères, par exemple, ou bien des préfets aussi, hein, qui sont chargés d'appliquer ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement, eh bien, ces gens-là ne sont pas forcément des élus. Enfin, les fonctionnaires, d'ailleurs, ne sont pas justement des élus, les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, dans les ministères, dans les préfectures, voilà, ils ne sont pas élus. Par contre, ils ont souvent fait de grandes écoles, comme Sciences Po, comme l'École nationale d'administration, l'ENA, etc. Donc, nous ne vivons pas réellement dans une démocratie. Alors, bien sûr, il y a certaines libertés. Nous ne vivons pas dans une dictature, même si en France, la liberté d'informer, le droit des journalistes, la liberté de manifester également a été amoindrie depuis quelques années. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le site de Reporters sans frontières, par exemple, ou bien de la Ligue des droits de l'homme. Et là, on s'apercevra qu'en fait, les libertés publiques, la liberté de s'exprimer, de manifester, n'est plus aussi grande qu'à une certaine époque. Mais même si la France était un État extrêmement libéral sur le plan des libertés publiques, même si effectivement il y avait une liberté d'expression totale, nous ne serions pas complètement dans une démocratie. Ça, c'était le premier paradoxe. Maintenant, je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose que nous ne vivions pas dans un système vraiment démocratique. La première chose à comprendre, c'est que la démocratie, ça implique des débats. En théorie, c'est le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui prend des décisions. Mais le peuple, c'est quoi? C'est pas une personne unique qui a une volonté. La volonté populaire, en France, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, ce sont des tas d'individus qui n'ont pas reçu la même éducation, qui n'ont pas les mêmes croyances religieuses, morales, politiques, qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas aux mêmes catégories sociales. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des chômeurs, des actifs, des retraités, etc. Donc tous ces gens n'ont pas forcément les mêmes désirs, les mêmes intérêts, les mêmes croyances. Et donc,
il n'est sans doute pas possible qu'ils soient d'accord sur la politique qu'il convient de mener pour le bien public, pour le bien de la société dans son ensemble. Alors bien sûr, il y a peut-être quelques grands principes sur lesquels tout le monde peut tomber d'accord. Tout le monde a envie de vivre en paix, en sécurité, tout le monde a envie d'avoir de quoi manger, d'avoir un logement décent, un minimum de confort matériel. Voilà, ces points-là, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais comment concrètement mettre tout cela en œuvre? C'est compliqué. Et si dans les entreprises, ou bien au niveau des municipalités, ou au niveau de l'État, on commençait à vouloir vraiment instaurer une démocratie, ce serait sans doute des débats interminables qui se profileraient à l'horizon. Et au bout du compte, finalement, personne ne serait complètement satisfait. À la limite, à la rigueur, la majorité serait à peu près satisfaite, mais il y aurait toujours au moins une minorité qui serait mécontente. On ne pourra jamais véritablement faire l'unité de la nation, l'unité du peuple. Le peuple, c'est plus un idéal qu'autre chose. Ce qui existe dans la réalité, ce sont des individus, des groupes sociaux qui sont plus ou moins en conflit, et qu'on essaye tant bien que mal de faire coexister. Une deuxième raison d'être content de ne pas vivre réellement en démocratie, c'est que pour prendre les bonnes décisions, en ce qui concerne par exemple le chômage, le fait que tout le monde ait un logement décent, et également dans le domaine écologique, on pourrait multiplier les exemples. Donc pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir des compétences théoriques d'abord, il faut s'y connaître un petit peu en économie, en sociologie, en histoire, il faut avoir une bonne culture générale, avoir fait si possible des études de sciences politiques, de droit, etc. Et puis il faut avoir de la pratique. Pour devenir politicien, il faut faire de la politique. C'est un métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc il faut des compétences pratiques qui s'acquièrent avec l'âge, avec l'expérience. N'importe quel citoyen ne peut pas être un bon juge en ce qui concerne les décisions d'intérêt public, en ce qui concerne ce qui est vraiment bon pour la société tout entière. Donc finalement, quand on reproche aux sociétés comme la société française ou la société allemande, américaine, etc., de ne pas être assez démocratiques, on se trompe. En réalité, les sociétés dans lesquelles nous sommes, si on peut leur faire un reproche, ce serait peut-être de ne pas être suffisamment aristocratiques, c'est-à-dire de ne pas avoir des élites suffisamment cultivées, suffisamment compétentes. Mais, même si les sociétés dans lesquelles nous vivons ne sont pas idéales, elles se rapprochent quand même de cet idéal. Les gens qui nous gouvernent sont en général plus cultivés, plus instruits et plus compétents pour s'occuper des affaires publiques. J'ajouterai encore un autre paradoxe qui va vous paraître peut-être encore plus bizarre, encore plus choquant que les précédents. C'est que le régime actuel, eh bien, il est encore un peu trop démocratique. J'ai expliqué qu'on n'était pas vraiment dans une démocratie, mais enfin, il y a quelque chose qui y ressemble un tout petit peu. Il y a quand même des libertés publiques, j'en ai parlé, on a le droit de s'informer, le droit de manifester, le droit de faire grève, et puis il y a des élections libres. Et en général, elles ne sont pas truquées, sauf exception. Eh bien, c'est peut-être encore un peu trop de liberté, encore un peu trop de droits qui nous sont accordés. Peut-être qu'il nous faudrait une bonne dictature. Alors, je vous avais averti que ça allait vous choquer, et effectivement, il peut y avoir quelque chose de choquant. Mais si vous y réfléchissez un tout petit peu, la notion de dictature n'est pas nécessairement monstrueuse. L'ancienne République romaine avait prévu cela. En cas de danger très très grave pour la République, eh bien, les libertés ordinaires pouvaient être suspendues et les pleins pouvoirs pouvaient être accordés à un individu unique. Dans la République française, le même cas de figure se présente. L'article 16 de la Constitution le prévoit. Il peut y avoir des pouvoirs exceptionnels si la République française est gravement menacée. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence. On a connu ça en 2015, après des attentats terroristes d'une atrocité particulièrement insoutenable et inédite. Et puis, plus récemment, avec la pandémie, avec la Covid-19, donc il y a eu 2 états d'urgence qui se sont succédés avec des lois d'exception qui accordaient plus de pouvoir à la justice
à la police plutôt, à la police et au gouvernement, pour surveiller, contrôler les citoyens, pour les empêcher de faire n'importe quoi, et éventuellement arrêter des suspects dangereux. Pourquoi n'en serait-il pas de même pour d'autres menaces? Or, justement, il y a une menace qui est particulièrement énorme, bien plus importante encore que celle de l'épidémie ou bien les menaces terroristes, c'est la menace écologique. À vrai dire, il s'agit plus simplement d'une menace. Nous y sommes déjà dans le désastre écologique. Il y a non seulement un réchauffement climatique qui a commencé, dans certains pays c'est vraiment gravissime déjà, mais il y a une pollution généralisée de l'air, des fleuves, de la mer, des sols. Il y a des espèces qui disparaissent. C'est terrifiant. En fait, nous vivons véritablement une période de chaos, de désastre, et malheureusement, ça ne fait que commencer. On ne pourra pas arrêter tout cela, mais on peut au moins réduire l'ampleur du désastre. En fait, il en va même de la survie de l'humanité. Or, comment faire? Eh bien, il faut prendre des décisions rapides et énergiques. Des décisions aussi qui vont être impopulaires. Il faudra, de manière générale, moins consommer de viande, de poisson, d'énergie, de matières premières. Il faut arrêter avec cette société de consommation qui réduit notre planète à une sorte de dépotoir géant où la vie devient impossible. Et tout ça, évidemment, c'est contraignant. Ça va nous obliger à rompre avec nos vieilles habitudes. Et donc, il est raisonnable de penser qu'une dictature devra être imposée pour que les citoyens, bon gré mal gré, acceptent de se plier à un nouveau mode de vie qui sera peut-être un peu moins agréable, un peu plus contraignant, mais qui rendra la survie de l'humanité possible. Voilà, donc j'espère vous avoir démontré que la démocratie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas forcément le meilleur régime, ni même, comme le disait Churchill, le pire régime à l'exception de tous les autres. Non, une certaine forme de dictature pourrait être souhaitable, à condition, bien sûr, d'être menée par des gens compétents, instruits, cultivés et bienveillants. Pour terminer, au risque de paraître un peu gâteux, je vais répéter ce que j'ai dit au début de cette vidéo, à savoir que tout ce que je viens de dire ne correspond pas nécessairement à mes convictions personnelles. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous montrer comment on peut, un à un, démonter tous ces arguments.